Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo concernant la pelote de laine. On détricote le chapitre 4, je suis Mathieu Biasotto, l'auteur de cette pelote. Et on a vu dans le chapitre précédent que la crise du Covid, la pandémie, était en fait le prétexte idéal pour précipiter, pousser en avant le certificat numérique vaccinal et donc derrière un contrôle de l'identité numérique. Et on a vu que dans le même délire, l'invasion russe en Ukraine était le prétexte idéal pour pousser en avant les investissements massifs, les subventions à coups de milliards concernant l'IA, défense et renseignement. Et je t'avais demandé à la fin de la précédente vidéo, quel est d'après toi le prétexte idéal qui pourrait bien pousser en avant le déploiement de l'euro numérique? Il y a eu des réponses intéressantes, tu as joué le jeu. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier. On est, je crois, 1700 là sur la chaîne. Il y a eu un peu plus de 300 et quelques abonnés depuis mes dernières vidéos. Donc vraiment, ça fait chaud au cœur et ça me donne envie de continuer. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et je t'avais promis, du coup, de te donner ma réponse, ma vision du truc. Et on va essayer d'aller se mettre dans la peau des élites et de voir quel est le déclencheur idéal, l'occasion parfaite pour pousser en avant le déploiement de l'euro numérique. Mais avant toute chose, il faut peut-être se demander où on en est de l'euro numérique, savoir exactement où on en est. Et si on en croit le site du ministère de l'économie en France, il serait question d'un déploiement aux alentours de 2027-2028. On va aller regarder aussi du côté de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui publie régulièrement des rapports et des points d'étape. Et là, on s'aperçoit qu'un cadre législatif doit être adopté en 2026. Et toujours selon la BCE, l'émission de la monnaie numérique tournerait aux alentours de 2029. Et maintenant qu'on a cette fenêtre de tir, il reste à trouver le scénario, le déclencheur qui va permettre de mettre en place tout ça et de s'assurer que ça se fasse dans les temps, voire même avec un petit peu d'avance. Donc en termes de prétexte idéal, en fait, pour ma réponse, il y a plusieurs candidats. Il y a vraiment plusieurs postulants et ils sont tous très intéressants. Je vais démarrer par celui qui, selon moi, est particulièrement éclairant et je vais t'expliquer tout de suite après pourquoi. Alors, mon premier choix se porte sur la catastrophe climatique. Donc imagine des inondations mais féroces, des méga-feux ou des tremblements de terre ou une sécheresse record. Enfin, tu vois le truc. Quelque chose d'assez puissant, d'assez impactant, qui est suffisamment d'ampleur pour aller toucher l'économie et la faire s'effondrer. À ce moment-là, tu vois, les politiques peuvent dégainer la monnaie numérique comme étant la seule solution fiable pour distribuer des aides à toute vitesse, pour réguler les marchés, pour indemniser les gens. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la Banque des règlements internationaux, la BRI, martèle qu'on a besoin d'une monnaie numérique résiliente, une monnaie digitale capable de tourner en cas de crise majeure numérique, c'est-à-dire une cyberattaque monstrueuse, un blackout ou une catastrophe naturelle. Et pourquoi j'ai démarré par la catastrophe climatique? Parce que c'est bien pratique, parce qu'on a déjà plusieurs briques qui sont déjà en place, qui sont déjà jetées dans le jeu. C'est vrai, après tout, avec le climat, on a les moyens techniques de pouvoir jouer aux apprentis sorciers. Et là, je vais te parler de géo-ingénierie. Est-ce que tu savais qu'il existe un calendrier officiel SMR de modification du rayonnement solaire? Et donc, on a un projet à la fois américain, mais aussi européen. Depuis 2021, les académies nationales aux États-Unis planchent sur un programme de recherche et de gouvernance concernant la géo-ingénierie. Et dans ce programme, on détaille les injections d'aérosols stratosphériques. On appelle ça SAI. Et on parle aussi de tout ce qui est technique d'éclaircissement de nuages marins. Et on appelle ça MCB. D'ailleurs, l'OSTP de la Maison-Blanche, c'est-à-dire le département scientifique à Washington, a remis en 2023 un rapport au Congrès concernant la modification du rayonnement solaire pour donner les grandes pistes, les axes en fait de gouvernance. Et donc,
concernant l'éclaircissement des nuages marins, il faut se pencher sur les travaux de l'Université de Washington qui a déjà procédé à un test, et c'était un test d'atomisation d'embruns marins. Donc l'idée, c'est d'augmenter la réflexion de la lumière sur les nuages marins. Ce test a été réalisé au printemps 2024 à Almeida sur un ancien porte-avions, l'USS Hornet. Et tu vois, c'est si touchy que ça a déclenché un débat public là-bas et qu'on a dû arrêter le test. Inutile de te dire que l'envie reste là et qu'on est tranquille jusqu'au prochain test. Dans le même délire, il y a un projet un petit peu plus connu qui s'appelle Scopex, SCOPEX, ou aussi connu sous le nom de expérience de perturbation stratosphérique contrôlée. Donc l'idée là, c'est de tout simplement tamiser le soleil. C'est un projet qui prend la forme d'un ballon qu'on devait déployer en Suède. Son financement à la base, c'est 16 millions de dollars, financement philanthropique. D'ailleurs, Harvard attribue une belle part de ce financement à notre cher Bill Gates. Et là aussi, le projet c'est si sensible et il a été un petit peu médiatisé dans les sphères un petit peu informées. C'est si sensible que ça a été annulé. Mais la tentation est toujours là. Sous couvert de trouver des solutions pour le climat, au Royaume-Uni, on a un programme qui s'appelle Exploring Cooling Program, c'est-à-dire un programme d'exploration pour le refroidissement. Et ce programme peut s'appuyer sur 61 millions de livres. Et donc pour explorer le refroidissement, on a 21 petits prototypes avec des approches très différentes qui sont testés en extérieur. Donc au menu, tu as toujours des injections d'aérosols stratosphériques, tu as toujours de l'éclaircissement de nuages marins, mais aussi de l'éclaircissement de nuages cirrus, ou encore du renforcement de la glace arctique. Bref, ça vend du rêve. Plus fou encore, aux États-Unis, tu as une start-up qui s'appelle Make Sunset, qui elle envoie des ballons dans la stratosphère et qui libère du dioxyde de soufre, SO2, dans le but de pouvoir vendre des crédits refroidissement, cooling credits. Toujours chez l'oncle Sam, dans la Silicon Valley cette fois, on a un projet qui s'appelle Arctic Ice Project. Et donc là, avec ce projet, on souhaite augmenter la réflexion de la glace arctique via des microsphères de silice pour ralentir la fonte. Une autre petite douceur là, c'est le projet Vesta. On a là de la pulvérisation d'olivine concassée sur les plages. Et là, le but, c'est d'accélérer via l'altération minérale la capture du CO2. Dans la valse des modifications climatiques, tu as aussi la fertilisation ferreuse des océans. Donc là, on parle d'introduction intentionnelle à la surface de l'eau dans les zones pauvres en fer, de composés ferreux, du genre du sulfate de fer. L'idée là, c'est de stimuler, de multiplier la production de phytoplancton. Bon, je pourrais continuer un peu comme ça avec d'autres projets, mais globalement, tu comprends le truc. Si on regarde un petit peu partout, les élites ont des trucs sur le feu, quelques casseroles qui sont en train de mijoter, des leviers qu'on pourrait activer très facilement pour déclencher, une catastrophe climatique. Et à force de jouer à Dieu avec la nature, on sait que fatalement quelque chose va arriver. On sait que des dérèglements sont devant nous. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc ça permet, si tu sais qu'il y a tout ça, ça permet de préparer gentiment un narratif d'exception et une gouvernance d'urgence, de crise et de risque. Puisque je te le répète, en ayant conscience qu'on tente autant de choses de tous les côtés, on multiplie le risque et donc on peut préparer la soupe qu'on va nous servir. D'ailleurs, à ce sujet, l'UE adopte une posture un petit peu hypocrite. D'un côté, elle dénonce un risque inacceptable quand elle parle de la géo-ingénierie, et en même temps, elle appelle tout de suite à centraliser une supervision, c'est-à-dire à récupérer le truc, et à s'offrir des leviers d'urgence. Aux USA, on fait pas dans le détail, tu as carrément un programme de modification de rayonnement solaire avec une ligne de subvention, c'est doté de 11 millions de dollars. Voilà. Au moins, c'est réglé. Donc là, ce que je t'ai montré, c'est que on voit un petit peu tous les tests en coulisses qui seraient capables de fournir le bordel, en fait, la dramaturgie. Et sur le devant de la scène, hop, on va pousser le discours qui va bien pour préparer un petit peu les esprits à la catastrophe annoncée. Et on va aussi travailler, façonner le cadre juridique adapté à cette catastrophe, bien sûr. Et par-dessus ça, tu rajoutes une gouvernance centralisée qui est presque prête, et là, tu obtiens un piège
qui fonctionne parfaitement pour mettre en avant l'euro numérique. Et ce piège, bien sûr, ne peut marcher pour l'euro numérique qu'à condition d'avoir une technologie mature de ce côté-là. Et ça tombe bien, figure-toi que chez nos élites, il n'y a que des bonnes coïncidences. Il se trouve qu'en 2023, la BRI, la Banque des règlements internationaux, la banque centrale des banques centrales quand même, a publié le project Polaris. C'est en fait ni plus ni moins un manuel pour les CBDC, donc les monnaies numériques de banque centrale, dans le but de pouvoir tenir en cas de coupure électrique, coupure d'eau, coupure de réseau ou cyberattaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le chaos, dans un merdier bien organisé, la monnaie numérique tiendra et fonctionnera. Tu peux en être sûr. Mais encore, toujours la BRI, donc la Banque des règlements internationaux, avec le concours de la Banque d'Angleterre, pousse un prototype qui s'appelle Rosalind. Et donc Rosalind, c'est une preuve de concept, une maquette, qui prouve que techniquement, on peut, tiens-toi bien, attribuer de l'argent numérique à très grande vitesse, de manière instantanée, et ciblée. Là, on parle de monnaie conditionnelle qu'on peut mettre en place en un claquement de doigts. Et quand je parle de monnaie conditionnelle, il faut bien comprendre le truc, c'est qu'on peut mettre des conditions pour cette monnaie. On peut décider que cet argent ne sert qu'à acheter de la bouffe ou qu'à payer de l'essence. Ça ne pourrait être destiné qu'à payer de l'électricité, l'équivalent d'un chèque énergie mais numérique. On appelle ça en fait des vouchers, des coupons, des bons, des aides. Et pour ces aides, on peut limiter le montant avec des plafonds. On peut fixer une date d'expiration de l'aide, c'est-à-dire que tu dois la consommer avant telle date. Et on peut même avoir une exécution automatique, c'est-à-dire qu'on peut te donner l'argent et comme l'équivalent d'un abonnement, il peut se débiter vers une cible automatiquement. Donc comme un code qui s'exécute en fait. Et tout ça peut fonctionner depuis simplement ton smartphone via un QR code ou en NFC, tu approches ton appareil. Et bien sûr, hors connexion, sinon c'est pas drôle. Bref, là tu es en train de voir, donc on a vu qu'il y avait toute la dramaturgie, tout le déclencheur qui se prépare. Techniquement, on peut le faire, hein, on peut modifier le climat, la météo, etc. Là, on est en train de voir que techniquement, on peut distribuer des aides, des bons, des coupons en cas d'urgence, en cas de crise, à très grande vitesse, de manière ciblée. Là, je parle vraiment en instantané. Donc là, on peut distribuer carrément des bons, des coupons climatiques utilisables uniquement dans certains magasins. En gros, c'est une sorte de ticket resto géant de l'État. Tu peux à ce stade te dire que c'est un peu trop gros et que c'est tiré par les cheveux. Pourtant, on voit bien que dans la littérature scientifique, l'idée de quota carbone individuel refait surface. Là, on parle de quotas échangeables et déduits des achats pour le transport, l'énergie, etc. Bref, l'idée d'un passe carbone revient sur le devant de la scène. Mais pour que ce piège de la catastrophe climatique fonctionne, il faut aussi qu'il y ait un terreau juridique. Et quoi de mieux qu'une trappe, une porte ouverte? Un peu comme celle qu'on a vue pour les IA. Tu sais, dans l'AI Act, on a vu qu'il y avait une petite porte ouverte et que il y avait une petite subtilité avec le champ d'action militaire. Eh ben là, ça tombe bien, figure-toi que c'est la même chose ici, juste en inverse. En 1977, tu as un traité international qui s'appelle l'ENMOD, qui cadre l'interdiction des armes de modification du climat comme des armes de guerre. Là, on ne peut rien faire, le traité est focus là-dessus. Mais par contre, c'est le flou absolu en ce qui concerne une utilisation civile de la géo-ingénierie, genre pour parer à une urgence climatique. Donc, de la modification de climat pour les militaires, là on peut pas. Par contre, de la géo-ingénierie pour parer à une urgence climatique, à un réchauffement climatique imminent et inéluctable, là c'est ok. Et donc si une expérience civile dans ce cadre-là déraille, eh ben c'est la faille. La trappe se trouve là. Je pense que tu piges où est la douille. Allez, après la catastrophe climatique, on la met dans un coin. J'ai une autre réponse possible. Ça va être la bonne vieille panique financière. Et une panique financière, on l'a déjà vu, ça peut être une grosse banque dont l'argent fuite à la vitesse grand V. On a déjà vu en mars 2023 des banques qui pesaient 900 milliards s'effondrer en 11 jours. À la vitesse d'un tweet. Et donc, sous couvert de vouloir stabiliser le système et de protéger l'argent, les autorités pourraient activer un e-euro, un euro numérique,
en urgence et de manière anticipée. Et encore une fois, pourquoi je mise sur cette réponse? Parce que si on regarde bien dans les faits, il y a déjà des briques qui sont en place. On a déjà le virement instantané obligatoire en Europe. On a en préparation le portefeuille numérique de la Banque Centrale Européenne. On sait que l'architecture est OK, est prête à être maquettée en urgence. On a aussi le narratif, la doctrine qui va dans ce sens, puisque le FMI évoque déjà des plafonds, parle déjà de dérémunération, mais aussi d'interopérabilité, de compatibilité totale, en décrivant ces ingrédients comme étant une clé pour stabiliser le système en cas de panique. C'est vrai qu'après tout, on a des signaux faibles, on a des prêts douteux qui grimpent de manière silencieuse, notamment au niveau de l'immobilier non primé et dans des sous-segments comme les PME fragilisées. Et en plus de ça, tu as le modèle d'intelligence artificielle de l'EBA, l'European Banking Authority, donc l'autorité européenne bancaire, qui détecte en ce moment des faiblesses, plusieurs signes de faiblesse, que ce soit un capital à la traîne, une rentabilité en berne ou des tensions sur les liquidités. Et donc si ça s'effondre, si tu veux, ça va craquer très vite et d'un coup, et le discours est déjà prêt. Il nous faut le portefeuille numérique public et un euro numérique d'urgence pour sécuriser l'argent. La troisième possibilité, c'est les stablecoins. Un stablecoin, c'est quoi? C'est une crypto qui ne bouge pas. Un jeton est égal à 1 euro ou 1 dollar. Elle est donc adossée à une monnaie. Vu que c'est un peu abstrait, je vais te prendre un exemple. Imaginons que Google ou Meta sortent leur propre monnaie, donc une monnaie privée, et que cette monnaie privée est plus pratique, plus sympa, plus facile à utiliser que l'argent courant qui est dans ta banque. Et bien cette monnaie privée de Google et de Meta va prendre tout d'un coup dans l'espace trop de place, va trop dominer, et donc l'État va perdre la main et sur la monnaie et sur les paiements. Et bien sûr, tu t'en doutes, ça c'est hors de question. Et ce risque est bien réel puisque en juillet 2025, c'était hier là, aux États-Unis a été voté le Genius Act. Donc l'idée c'était de pondre une loi pour contraindre les stablecoins, déjà de les soumettre à une réserve de 1 pour 1, c'est-à-dire de l'adosser au dollar, et de rajouter par-dessus ça des audits très nombreux et réguliers et une transparence totale sur la réserve. Bref, tout un tas de contraintes pour bien garder le contrôle. Et face à ça, du côté européen, on veut accélérer l'euro numérique pour riposter face au dollar numérique. Donc à la BRI, je te le rappelle, à la Banque Centrale des Banques Centrales, on répète que les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale, sont la solution stable si les monnaies privées, comme les stablecoins, venaient à trop dominer. Donc tu vois, que ce soit volontaire ou pas, là n'est pas le sujet, hein, même si je crois que tu as bien compris où je voulais en venir. Dans tous les cas, on sort le bouclier de l'euro numérique. En quatrième choix qui rendrait l'euro numérique comme un joker stratégique, ça pourrait être la pression géopolitique, notamment par exemple avec la montée en puissance de la monnaie numérique en Chine, avec le yuan digital. Ça pourrait être aussi via la mise en place du système BRICS. Mais je vais laisser ça un peu de côté, je vais plutôt me focaliser sur mon chouchou, mon candidat fétiche, la dernière possibilité très hautement probable pour pousser l'euro numérique en avant. Je te parle des émeutes, de la révolte. Et en France, on a tous les ingrédients pour un embrasement. On a d'abord un pouvoir d'achat broyé. Depuis le Covid, le prix de l'énergie flambe. On est à plus 28% sur l'électricité, plus 59% sur le gaz réglementé. Le beurre a pris plus 19%, les courses en moyenne ont pris une baffe de 20%. 20% d'augmentation et c'est pas fini. Donc tu le sais, je le sais, tout le monde le sait, c'est très difficile au quotidien. Par-dessus ça, tu rajoutes un sentiment d'insécurité. En 2022, il y a une augmentation de 16% des violences physiques et 33% d'augmentation pour les vols de 2 roues. En 2023, on a enregistré plus de 400 000 violences physiques. Bref, non content que tu galères à remplir ton panier, tu te sens en danger à la maison. En 3, il y a des fractures identitaires impossibles à réparer. D'un côté, tu as les violences policières. Je pense que tu te souviens de la violence qu'il y a eu au moment des Gilets jaunes ou des convois pour la liberté, etc. Et de l'autre côté, tu as la montée de l'antisémitisme, surtout depuis 2023, avec le conflit entre Israël et la Palestine. Souviens-toi, les émeutes de Naël en 2023, déclenchées par un tir policier, ça a mis le pays en feu. Il y a eu plus de 5000 véhicules brûlés, il y a eu 1000 bâtiments attaqués et 3000 ou 3300 interpellations. Je te garantis que si ça venait à se reproduire aujourd'hui, s'il y avait un tel déclencheur, mamma mia, ça serait d'une ampleur tout autre.
Et par-dessus ça, t'ajoutes tout ce qu'on connaît, un passage en force avec un petit 49.3 pour la réforme des retraites. Tu mets le feu aux poudres en ajoutant des lois liberticides, des dissolutions parlementaires, des scandales du genre McKinsey. Tu mélanges avec des milliards sortis de nulle part, comme 2 milliards pour l'Ukraine ou une augmentation de 6 milliards et demi pour le budget défense. Je te parle même pas des niches fiscales à 110 milliards d'euros. Tu assaisonnes de petites phrases polarisantes comme Macron en a le secret, et tu obtiens une situation si tendue qu'il suffirait d'un rien pour que ça nous pète à la gueule. Et tu vois, ça, c'est vraiment très facile à déclencher et très facile à maquiller. On peut vraiment, sans se donner trop de peine, le faire passer comme tristement naturel, évident, inévitable. Et donc, une fois le chaos engendré, une fois l'économie paralysée, on retombe dans le système des aides distribuées en urgence, le mode dégradé hors connexion, etc. Et donc ça permet de remettre en avant le fameux scénario, la fameuse poussée de l'euro numérique dans les délais ou un petit peu plus tôt que prévu. Et dans tous les cas, même si c'est pas la version finale de la monnaie numérique, c'est au moins un très bon test de résilience. Et tu vois, c'est un truc facile à provoquer en France, mais pas que. C'est vrai un petit peu partout en Europe. Cet été, on a vu des tensions en Suisse, on a vu aussi en Espagne des émeutes lors de manifestations anti-migrants. Sur le même sujet, tu avais aussi des manifs anti-migrants au Royaume-Uni. En Pologne, idem, dans près de 80 villes. En Serbie, je te rappelle que ça a beaucoup bougé avec les manifs anti-corruption et elles ont basculé dans la violence suite à quelques provocations du gouvernement là-bas. Aux USA, on a vu le mouvement No Kings et on a vu aussi des manifestations anti-ICE, tu sais, le département immigration. Et là, ça a pris de telles proportions qu'on a même vu le déploiement de la garde nationale. D'ailleurs, il y a des gens qui sont payés pour réfléchir à tout ça et le think tank Vision of Humanity souligne qu'il y a cette montée de violence qui est similaire un petit peu partout dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, et globalement, il y a une défiance des élites traditionnelles. Tu m'étonnes. Donc selon moi, toutes les planètes sont alignées pour ce scénario. En fait, tu vois, on a tiré comme ça le film, mine de rien, et on commence à comprendre que le plus important dans cette histoire, ce sont les briques qui sont déjà en place. Et bien sûr, les leviers qui sont à disposition des élites pour activer telle ou telle chose. C'est ainsi, avec différents boutons, différentes crises, différents scénars, qu'on peut activer tel ou tel prétexte pour précipiter, mettre sur le devant de la scène des choses au service de leur objectif. Ces objectifs, je te rassure, on va les voir par la suite. Et d'ailleurs, dans le prochain chapitre, on va décortiquer la rentrée française de septembre comme un cycle, comme une mécanique, et je vais vraiment la mettre à nu, et tu vas comprendre par la suite pourquoi les révolutions, les révoltes, ne changent jamais le pouvoir au fond. Ça change les visages, mais ça change jamais réellement la structure. Et une fois qu'on aura fait ça, on sera ensuite équipé pour commencer à détricoter le cœur de la pelote. En attendant de pouvoir attaquer les choses sérieuses, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, à commenter, à partager cette vidéo pour la faire vivre, parce que c'est sûr que c'est pas l'algo qui naturellement va diffuser ce contenu. Voilà, à la faire vivre, à en parler autour de toi, et on se retrouve bientôt pour le chapitre suivant.